Pour moi, ma vision du survivalisme, c'est mettre en place au quotidien des techniques pour être capable de gérer une rupture de la normalité. Une rupture de la normalité, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est Piero San Giorgio. C'est une situation qui te sort de ton quotidien, de ta zone de confort. Ça peut être une coupure de courant, comme ce qui risque de se passer cet hiver. Ça peut être une inondation. Ça peut être un chômage. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, on va encore me taxer de marketeur parce que je fais venir un invité qui est flouté. Mais non, c'était pas. Ça pourrait être d'ailleurs une super technique pour faire un hook, pour hooker les gens avec un invité flouté, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Mais pour le coup, ça vient pas de moi cette idée-là. Ça vient d'Antoine. Antoine, merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Bah écoute, très bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Du coup, t'es sous anonymat aujourd'hui. On va flouter l'image à post-prod. Quelle est l'idée derrière ça? Pour quelle raison tu veux garder ton anonymat? Alors, je vais d'abord rassurer les personnes qui nous regardent. J'ai rien fait d'illégal. Je suis pas recherché ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis quelqu'un d'assez discret de base. Je suis pas du tout un grand fan des réseaux sociaux de manière générale. J'habite dans un tout petit village de montagne où tout le monde se connaît. Et je fais attention à séparer, on va dire, mes activités familiales, mes activités sociales et locales, de mes activités sur Internet. Alors, je rassure aussi, c'est pas des activités illégales sur Internet. C'est tout simplement, j'ai un blog, une chaîne YouTube et une newsletter sur l'autonomie et la survie. Donc, je pense qu'on va un petit peu parler dans la vidéo. Et j'ai jamais souhaité devenir une star de YouTube ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt l'homme de l'ombre et voilà, d'où le floutage aujourd'hui. Et justement, moi, ça m'a fait, quand on en a parlé, parce que nous, du coup, on se connaissait, on avait déjà échangé avant ce projet de podcast. Et au moment où tu m'as dit, donc moi, je t'ai dit, il faut qu'on fasse un podcast. Toi, tu m'as dit, ouais, écoute-moi, me montrer et tout. J'ai dit, il faut qu'on trouve une solution. Et on est parti sur l'anonymat. Et en fait, quand tu l'expliques comme ça, je me demande si en fait, ça devrait pas être la norme, en fait, d'avoir l'anonymat par défaut. Puis le fait de sortir de l'anonymat que dans certains cas de figure, tu vois. Et je me suis interrogé là-dessus, tu vois. C'est un peu philo comme thématique, mais je me dis en fait, est-ce que c'est pas plus mal parce que par défaut, on met tout en ligne. Alors moi, j'ai décidé de jamais mettre mes gamins en ligne, mais c'est le seul truc que j'ai un peu gardé secret. Et en fait, ma vie, elle est pas plus intéressante que celle d'un autre pour devoir la montrer sur Instagram ou ailleurs. Et donc du coup, ça m'a fait cogiter à ça sur ce point-là. Donc voilà, c'est la petite parenthèse que je referme. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ton activité, en quoi ça consiste et voilà. Et après j'ai plein de questions à te poser là-dessus. Alors, je dirais que j'ai plusieurs activités. Mon activité principale, c'est actuellement en fait, j'ai acheté une ancienne ferme dans les montagnes suisses il y a environ 2 ans pour concrétiser un projet de recherche d'autonomie. Donc mon activité principale, c'est d'améliorer ce que j'ai et je cherche à devenir plus autonome, donc en eau, électricité, nourriture et ressources diverses. Donc ça, c'est, on va dire, la base de mon projet. Et ce que je fais, c'est que je documente ce projet sur Internet de manière générale. Donc à la base, j'ai commencé par une newsletter, un petit peu de réseaux sociaux, et là j'ai lancé une chaîne YouTube il y a environ 1 an, quelque chose comme ça. Et l'idée c'était à la base, l'idée c'était de partager ce que je fais pour que des personnes puissent me faire des retours. Et moi, ce que je souhaitais, c'était faire un post sur Instagram. Hey, j'ai fait ça, et les gens disent, mais t'es con, t'aurais dû faire comme ci ou comme ça. Non, mais t'as pensé à ça. Ah, je suis pas sûr que ton système ça va fonctionner. Et l'idée à la base, c'était d'avoir des retours en fait d'autres personnes sur mon projet. Et j'ai vu que ça plaisait en fait, que des gens commentaient, étaient intéressés, me posaient plus de questions, donc j'ai continué à échanger et je me suis vite aperçu que des posts réseaux sociaux, c'est sympa. Par exemple, là, j'ai fait un post sur le tas de bois que je viens de rentrer pour l'hiver, c'est cool, une photo d'un tas de bois, mais en fait, t'apprends pas grand-chose. Et je suis allé plus loin, donc j'ai écrit d'abord des emails sur, ok, c'est quoi l'intérêt de faire ci, de faire ça, comment je le fais, les points forts et puis les potentielles faiblesses. Et j'ai pris mes emails, je les ai mis sur un site internet, j'ai vu que ça, pareil, ça prenait, et j'ai compilé un petit peu tout ce que j'avais en tête pour écrire mon premier livre, le guide de préparation à la survie. Survie entre parenthèses, je tiens à préciser. Je pense que voilà, ça, on en reparlera dans la vidéo. Le côté survie, c'est un côté avec beaucoup de connotations qui sont pas forcément positives, d'où les parenthèses. Et en fait, j'ai vu que ça prenait et j'ai décidé d'aller plus loin. Et
de faire plus loin que documenter ce que je faisais moi, et c'était de profiter de la communauté que j'étais en train de créer pour apprendre de nouvelles choses. Je vais te donner un cas très très concret. Il y a encore 2-3 ans, j'avais une notion assez vague des plantes sauvages comestibles. C'est un savoir qui s'est vraiment perdu même à la campagne d'où je viens. Et j'ai appris avec ma mère 2-3 plantes, mais vraiment de base, et je n'osais pas vraiment aller plus loin. Je voulais me former, je me suis dit, allez, je vais aller me former auprès du meilleur, et je vais en profiter pour prendre une caméra avec moi. On va filmer ça, et je vais partager ça dans le cadre d'une formation avec la communauté APS, Apprendre, Préparer, Survivre. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc en fait je continue, et à chaque fois que je veux me former sur un sujet, je prends une caméra avec moi, je tourne un truc, soit c'est quelque chose d'assez, on va dire, basique, simple à transmettre, et dans ce cas-là, je mets ça sur YouTube de manière totalement gratuite, soit par contre, c'est quelque chose, un sujet très complexe, ça demande de la préparation, ça demande un intervenant qualifié, donc il faut payer, et dans ce cas-là, je fais une formation payante. Mais ce qui est plutôt cool avec la communauté, c'est que plus on grandit, moins c'est cher. Donc l'idée, c'est de mutualiser les ressources financières de la communauté pour avoir accès à un savoir qui peut être assez cher ou assez compliqué à avoir, et mettre ça en commun. Voilà un petit peu l'idée du projet. Ok, top. Et du coup, tout ça, ça t'est venu avant de, en effet, et ça fait partie des points qu'il faut qu'on aborde avant de parler de la survie, du survivalisme. Parce que moi, je connais pas tout ça. Donc, du coup, je suis vraiment au b.a.-ba. Il faut vraiment au balbutiement de tout ça. Il faut que tu m'expliques. Mais avant de parler de ça, comment toi t'es venu à faire ça? Quel a été le déclencheur personnel qui t'a poussé à faire ça? Parce que du coup t'es allé voir quelqu'un qui était du coup déjà dans la discipline, si on peut appeler ça comme ça. Et mais c'est pas anodin, ce genre de choix. Est-ce qu'il y a eu un élément macro ou micro? D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas perso, mais qui est plutôt contextuel. Je dirais qu'il y a eu 3 choses, 2 éléments perso et un élément macro. Premier, pour t'expliquer un peu, moi je viens de la campagne bretonne. Alors pas, quand je dis campagne bretonne, tout le monde dit ah c'est trop beau, j'étais aussi à la mer. Non, c'est vraiment campagne du centre Bretagne, donc c'est plus les champs et les élevages porcins, on va dire. Donc grosse campagne bretonne avec des parents en fait autonomistes mais qui le savent pas. C'est-à-dire que ils adorent faire leur propre potager, ils adorent faire leur propre bois pour l'hiver, ils essayent d'être le plus écologique possible, mais pas vraiment dans une optique de préparation de survie, plutôt d'autonomie. Donc j'ai un peu vécu dans ce milieu, avec un père hyper bricoleur. Ils ont acheté une baraque quand j'avais 15 ans, on a tout retapé la baraque nous-mêmes dans la famille, donc j'ai appris à, je sais pas, visser des trucs, à réparer, à casser, à transporter. Et pour moi, c'est un peu la base, voilà, tout le monde... Comment dire, c'est un petit peu la base. Et ensuite, je suis parti pour faire des études d'informatique en ville. Donc, ville à Rennes, qui pour moi était la grande ville à l'époque. Il y a un métro, le truc de fou, il y a un métro, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai côtoyé des personnes qui ont toujours vécu en ville, qui sont nés en ville et qui vont de temps en temps au week-end à la campagne, mais en fait, qui savent pas planter un clou. Mais réellement, hein, tu leur demandes de dévisser un truc, de monter un meuble Ikea, c'est la panique. Et surtout, ils ont rien, quoi. Monter un meuble Ikea, ils ont pas de percée de chez eux. J'ai été un peu surpris, on va dire. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Ces mecs ne savent rien faire. Et quand ces amis, par exemple, venaient chez moi, je me rappelle d'une fois, mes parents ont des chevaux, donc je les ai invités et ils ont été paniqués devant les chevaux. C'est vraiment des grands chevaux. Ils étaient paniqués. Il y en a un, il a glissé sur une bouse. Il y en a un qui s'est fait coincer dans un angle parce qu'il a une pomme par des chevaux. Et bref, totalement paniqués. Et quand je les ai vus sortis de la ville, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui joue pas quand même. C'est pas normal que des personnes qui ont mon âge, qui sont en conditions physiques et psychologiques normales, ne soient pas capables de gérer des trucs que je pensais basiques. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, quelques années plus tard, je suis parti en Suisse, je continue dans l'informatique, et je me suis retrouvé à me dire, merde, je suis devenu comme eux. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où vraiment je faisais que bosser, que de l'informatique, tout le temps sur un ordi, et j'avais perdu ma condition physique, j'avais perdu mon habilité, et quand je rentrais en vacances par exemple chez mes parents et que je devais aider mon père à bricoler, à faire des trucs, je me rendais compte que j'étais descendu en termes de consistance physique, mais vraiment, hein, j'étais moins bon qu'avant, moins précis, et j'avais moins la logique dans ma tête, et ça m'a fait un choc. Et vraiment, je me suis rendu compte que j'étais devenu faible. Et je dirais que c'est ces 2 éléments qui m'ont fait dire à un moment, écoute, là ça va pas, prépare-toi. Améliore-toi d'abord physiquement, ensuite tu vis dans une ville, dans un centre-ville, c'est pas normal d'être aussi assisté, c'est pas normal d'avoir que 4-5 jours de bouffe chez toi, y a un truc qui joue pas. Et là, j'ai commencé réellement à me préparer d'abord dans une optique un peu urbaine, genre stock de nourriture, stock d'eau, purification d'eau, kit de secours, voilà, une optique un petit peu urbaine.
Et ensuite, assez rapidement, je me suis dit, je me suis senti en fait en inconfort d'habiter en centre-ville. Euh, voilà, je me disais, si jamais il y a un truc qui joue pas, je suis vraiment dans la merde. Et même si moi je suis préparé, je suis entouré de personnes qui ne le sont pas. Et c'est pas forcément une solution d'avenir en cas de problème. Et j'en avais tout simplement marre du béton. Donc je me suis dit, je veux partir à la campagne. J'ai encore bossé quelques années pour mettre de l'argent de côté, parce qu'en Suisse c'est très cher d'accéder à l'immobilier. Dès que j'ai eu assez d'argent de côté, j'ai démissionné, je me suis acheté une ancienne ferme, et là je suis en train de les retaper depuis 3 ans. Et le dernier élément, l'élément un peu macro, c'est le Covid, tout simplement. Personne ne l'a vu venir, personne n'aurait pu le prédire. Et les premiers mois ont été vraiment très très inquiétants quand même. En fait, dans ce que tu me dis là, j'ai un peu l'impression que à travers ta pratique, ta façon de vivre, tu cherches en fait à chaque fois, pour toute situation, une porte de sortie. C'est un petit peu ça l'idée derrière ça. T'es en ville, tu te sens pas en confort, il faut une porte de sortie. Du coup, soit tu te crées un contexte, soit tu vas ailleurs. En fait, c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière. Oui, clairement, oui. Je pense qu'il y a un côté. Je pense à un besoin d'être indépendant, donc de pas être dépendant de quelque chose. Mais toi, ça fonctionne pour tout. Pour un travail professionnel, je me suis toujours dit, voilà, si mon taf me plaît pas, faut que je sois capable de pouvoir partir au bout d'un mois, 2 mois, trouver un autre taf. Faut pas que je sois bloqué quelque part. Et puis, je sais pas trop, tu me prends un peu au dépourvu sur la question. Ouais, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Et donc du coup, si on définit la survie, puisque c'est le nom enfin ça fait partie du nom de la marque, du nom de ton site, etc. Ce terme survie, est-ce que c'est lié de près ou de loin au survivalisme, par exemple? C'est quoi la différence entre les deux ou le point commun entre les deux? Alors, à refaire, j'utiliserai plus le terme survie. Je dirais qu'il y a 2 différences fondamentales entre la survie et le survivalisme. C'est que la survie, c'est Bear Grylls. C'est t'es une situation, voilà, t'es perdu dans la nature, t'es sur une île déserte, il y a un problème quelque part, t'es hors de ta zone de confort sans avoir les ressources nécessaires pour savoir gérer. Et du coup, tu te démerdes pour survivre. Ça, c'est vraiment la survie pure. Je dirais que, à part des situations professionnelles très particulières du genre armée, ou vraiment des personnes très très particulières, c'est plus un loisir que une nécessité, on va dire. En vrai, faut être réaliste, se paumer dans la nature, ça arrive quasiment plus aujourd'hui. On a tous un téléphone, on peut te localiser, il y a des chemins partout, il y a des gens partout, il y a des hélicoptères, il y a des drones. À part des situations très 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 dégradées, on est plus sur, à dire, du loisir. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le négliger. Moi, je trouve ça génial d'apprendre à faire un feu, d'apprendre à dormir sous une table, d'apprendre à faire un abri, de savoir gérer ton eau, savoir gérer ta nourriture, aussi connaître ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges pas et que tu marches pendant une journée? Est-ce que tu es capable de porter un sac de 30 kilos pendant 2 jours? Est-ce que tu es capable de courir 10 kilomètres? Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le survivalisme. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de définitions que c'est dur de définir le survivalisme. La tienne, ça me va bien, c'est toi l'expert. Alors, je me prétends pas expert. Plus que moi, en tout cas, autour de ces micros, c'est toi le boss, quand même. Ça marche. Alors, pour moi, ma vision du survivalisme, c'est mettre en place au quotidien des techniques pour être capable de gérer une rupture de la normalité. Une rupture de la normalité, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est Piero San Giorgio. C'est une situation qui te sort de ton quotidien et de ta zone de confort. Tu vois, une rupture de la normalité, ça peut être une coupure de courant, comme ce qui risque de se passer cet hiver. Ça peut être une inondation. Ça peut être un chômage. Voilà. Tu taffes, tout se passe bien, t'as une femme, des enfants, hop, au chômage. Alors, évidemment, il y a l'aide de l'État, on vit dans une société complètement assistée, mais si jamais t'as une perte de ressources financières du jour au lendemain, tu fais comment pour nourrir? Tu fais comment pour continuer à payer tes gosses? Tu fais comment pour payer ta facture d'électricité? Voilà. Ça peut être tout simplement ton compagnon ou ta compagne qui est malade. Comment tu gères ça? Voilà. Donc, en fait, pour moi, le survivalisme, c'est ça. Et donc, ça passe par apprendre des compétences et avoir des ressources matérielles suffisantes. Voilà, je vais te donner un exemple tout con. Dans ma voiture, j'ai une trousse de secours. Dans mon sac, j'ai toujours un sac avec moi, ça s'appelle un EDC, j'ai toujours un kit de secours, une bouteille d'eau et un peu de bouffe. C'est con, mais puis quand j'ai faim, je sors la bouffe, je bouffe. Quand il y a quelqu'un autour de moi qui se blesse, heureusement personne ne s'est jamais blessé sérieusement, mais tous les mois je sors ma trousse de secours. C'est con, quelqu'un s'est coupé, bah tiens, un pansement, qu'est-ce que tu fais avec une trousse de secours dans ton sac? C'est des choses comme ça. Après, c'était, on va dire, inventé, popularisé par les Américains, et eux, ils sont à un niveau clairement au-dessus. C'est un pays différent des États-Unis.
C'est bunker, stock de bouffe lyophilisé pour 20 ans. Les mecs, ils ont jamais goûté ça. Ils entassent des tonneaux dans leur cave. Ils ont réellement des tonnes. Hein. C'est pas réellement des tonnes de munitions. Ils ont 50 armes différentes. Enfin, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. C'est vraiment un monde un peu spécial. Et le problème, c'est qu'avec avant le Covid, quand tu disais que tu étais survivaliste, les gens te regardaient un peu bizarrement. Ouais, c'est une question que j'allais te poser. Ce côté complotiste, survivaliste, c'était un petit peu ça, l'approche un peu bas de gamme que je voulais te demander. Je voulais te demander justement de commenter ça. Ouais. Du coup, avant le Covid, j'ai entendu un truc il y a, je sais pas, dans la semaine là. Être complotiste, c'est juste avoir raison 3 ans avant, tu vois. Bon, c'est un complotiste qui disait ça, mais du coup, ouais, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé dans ton activité et dans l'évangélisation de ce que tu fais? Alors, je dirais qu'avant le Covid, comme quelqu'un qui disait un peu survivaliste, et moi je me disais survivaliste avant le Covid, que je ne me dis plus maintenant, c'était quelqu'un qui se préparait, les gens te regardaient un petit peu bizarrement, on comprend pas trop pourquoi, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de guerre en Europe, il n'y a jamais eu de vraie catastrophe, une inondation de temps en temps, donc un peu bizarre, mais ça passait. Et en fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que c'était complètement, ça a pris tout le monde au dépourvu. Les premiers mois, c'était extrêmement tendu. Évidemment, impossible de se fier aux Chinois, donc impossible de se fier au taux de mortalité, impossible de savoir ce qui allait réellement se passer. Et en fait, ce qu'a fait le gouvernement français, la majorité des gouvernements, c'était de rassurer à outrance la population. Et ils se sont dit, on va rassurer les gens, rassurer, et puis on va essayer de gérer derrière. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée, mais la façon de rassurer, c'était de décrédibiliser les personnes qui se préparaient en amont. C'était de décrédibiliser, par exemple, les personnes qui avaient des stocks de nourriture ou qui voulaient en faire. C'était, au tout début, par exemple, non, mais les masques, ça sert à rien. Et puis ensuite, ah non, il faut absolument porter un masque. Il y a eu un flottement de la part du gouvernement, et pour rassurer les gens, ils ont décrédibilisé les personnes qui se disaient survivalistes, de la mouvance, on va dire survivaliste. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, on a été mis en avant de la scène publique, on s'est fait cracher dessus. C'est un petit peu spécial. Je dirais aussi que le survivalisme, ça attire beaucoup de personnes, et dans ces personnes, il y a des personnes qui nuisent au non-survivalisme, et il y a des personnes, clairement, c'est des déçus de la société, c'est que pour diverses raisons, ils occupent pas la place sociale qu'ils pensent mériter, ils ont pas les ressources qu'ils pensent mériter, et leur façon de gérer ça psychologiquement, c'est de souhaiter, au fond d'eux-mêmes, un effondrement, et repartir de zéro. L'idée, c'est un peu, tu rabats tes cartes. Je connais pas le poker, mais je pense que tu joues au poker, t'as un mauvais jeu de cartes, tu dis, je remets toutes les cartes au centre, je rebats tout, et peut-être que j'aurai un meilleur jeu. Et ça, c'est une mentalité qui est pas saine, qui est, je trouve, destructrice, et qui dessert le mouvement. C'est pour ça qu'avec, on va dire, cette mise en avant de ce type de personnes pendant le Covid, j'ai laissé tomber le terme surréaliste. Je vais prendre un dernier exemple. Il y a eu en Bretagne, si je dis pas de bêtises, quelqu'un qui a tué qui a tué 2 policiers, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a eu des disputes conjugales, sa femme s'est réfugiée sur le toit, il y a 2 policiers qui sont venus, se sont fait tirer dessus au fusil d'assaut, et je crois qu'il y a eu 2 morts. Et le mec, ils ont pas dit un déséquilibré, ils ont pas dit un mari violent, ils ont dit un survivaliste. Un survivaliste a tué 2 policiers. Et ça y est, après ça, c'était fini. Donc maintenant, si t'es survivaliste, ça veut dire que t'es un mec armé prêt à tuer des policiers. Ce qui, évidemment, n'est pas mon cas. Et je préfère retirer cette étiquette. Du coup, alors comment on peut bien décrire ce que tu fais? C'est du survivalisme, mais en fait, c'est juste pas acceptable de l'appeler survivalisme, en fait. C'est juste, en termes de communication, on peut pas se le permettre, quoi. C'est ça, en fait, tu maîtrises pas les termes. C'est pas toi qui décides des termes, c'est les journaux. Et je pense que c'est mieux de pas se battre et puis de partir sur le côté. Moi, j'appelle ça de la résilience et de la prévoyance. J'explique ça en mode, tu as une assurance pour ta voiture, tu as une assurance santé. Je sais plus comment ça se passe en France, mais en Suisse, tu as une assurance santé, en tout cas que tu payes. La différence avec la France. Donc, tu as une assurance pour à peu près tous tes biens matériels et pour ta personne physique. Pourtant, tu es totalement dépendant de l'État pour ta sécurité. Quand je dis sécurité, c'est pas uniquement en sécurité physique. C'est-à-dire que demain, t'as plus d'eau au robinet, tu fais comment? T'as pas une assurance avec quelqu'un, t'as pas prévu une assurance, quelqu'un qui va venir te livrer des bidons d'eau. L'État le fait parce que c'est son rôle, mais en cas de désorganisation très profonde, l'État peut pas tout faire, tout simplement. N'est pas dimensionné pour. Et pour moi, la prévoyance, c'est une assurance que tu mets sur ton quotidien. Moi, j'ai une trousse de secours parce que si jamais j'ai un accident de voiture, moi, je suis pompier volontaire, un accident de voiture avec quelqu'un qui est encore dans la voiture, pour le sortir, c'est 20 minutes avant que les pompiers soient sur les lieux, on va dire 15 minutes pour être sympa.
et c'est 45 minutes pour le sortir. Hmm. Avec tout le matériel, on est bien équipé en Suisse quand même, hein, plutôt bien formé. Donc moi, si jamais j'ai un accident ou si jamais j'arrive sur un accident, le mec devant moi se prend un platane, et ben évidemment j'appelle les secours parce que je suis pas secouriste professionnel, mais en attendant j'ai un kit de secours pour lui mettre un guéro s'il y a besoin, pour lui mettre un pansement, pour gérer un minimum, pour une couverture de secours s'il fait froid. Voilà, pour moi ça c'est la prévoyance. J'ai un stock de nourriture parce que si jamais, par exemple, j'habite en montagne, moi il y a vraiment un mètre de neige dehors pendant 3 mois. Si jamais il y a un problème et que les déneigeuses ne viennent pas, ben ça me fait chier de mettre les raquettes, de prendre le sac et puis d'aller au supermarché, de faire une demi-heure, de faire 45 minutes pour revenir parce que t'as le sac chargé et puis là tu montes la montagne. Ça me fait chier. Donc j'ai un stock de nourriture pour pouvoir gérer quelques semaines en cas de problème. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça la prévoyance. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de compétences, donc des compétences dans cette prévoyance, dans cette résilience. Tu les as catégorisées. T'as listé un petit peu le kit minimal de connaissances qu'il faut pour être justement résilient. Pas vraiment, je devrais le faire. Excellente idée. Tu vois, le chauffage. Pas vraiment. Chauffage, j'aurais jamais pensé. Alors, on n'a pas encore eu de coupure, donc mais on en parle. On a notre ministre de l'économie qui du coup nous annonce que l'hiver sera froid et avec des coupures de chauffage, d'électricité. J'aurais jamais pensé que ça puisse exister, donc du coup on peut s'attendre à quoi comme genre de comme tour de magie ou sur lequel on n'a absolument aucun levier. Toi en tout cas t'es prêt à quoi? Alors, je me prépare pas à quelque chose. Il y a une série américaine qui s'appelle Doomsday Prepper, si je dis pas de bêtises, et ceux qui se préparent à l'apocalypse. Et ils suivent des familles américaines. C'est une caricature incroyable. Je te conseille, de regarder. Ouais, je vais regarder, carrément. Mais en mode, tu rigoles, quoi. C'est comme les ch'tis à Mykonos, hein. C'est à peu près ce niveau-là en survie. Et tu vois des gens qui se préparent au risque bactériologique. Les mecs, c'est des fous, quoi. Ils se préparent qu'à ça. Ils ont des équipements pour toute la famille. T'en as qui se préparent à des émeutes. Ils se préparent qu'à ça. Ou il y en a qui se préparent à des coupures de courant. Ils se préparent qu'à ça. Et c'est complètement con. Pour moi, je me prépare pas à un truc en particulier. J'assure mes besoins vitaux. Et en fait, en assurant tes besoins vitaux, t'as pas besoin de te préparer quelque chose en particulier, parce que tu te prépares une base de connaissances et de matériel pour faire face à peu près tout. Et je pense que tu sais, les gens, ils aiment bien se faire peur. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, s'il y a ci. Et en fait, ils se font des films dans leur tête, et c'est pas sain, c'est pas constructif. Mieux vaut se dire, je m'en fous de ce qui se passe. J'ai mon approvisionnement en nourriture, en eau, en énergie qui est assuré. Ensuite, ce qui se passe derrière, bah, peu importe, je suis prêt. Donc, je suis plutôt dans cette optique-là. Ce qui me vient là à l'idée, c'est essentiellement des choses, comme tu le disais, sur des fonctions se nourrir, se loger, se chauffer, s'habiller, etc. Mais à côté de ça, il y a tout ce qui est financier. Est-ce que toi, par exemple, tu remarques dans ta communauté ou dans les communautés que tu côtoies par rapport à la survie au sens large, la crypto, c'est quelque chose de très présent, par exemple? Est-ce que les gens considèrent ça comme une sorte de porte de sortie éventuelle? Alors, question très complète. Je vais te répondre d'abord sur l'argent et puis ensuite sur la crypto. Yes. Sur l'argent, pour moi, c'est une ressource vitale. Au même titre que, alors, légèrement en dessous, faut pas abuser, mais pour moi, t'as nourriture et eau, qui sont les deux ressources vitales, et en dessous, t'as énergie et argent. Et l'argent, c'est un sujet qui est un peu tabou en France, c'est pas très bien vu, c'est un peu compliqué d'en parler, mais c'est une ressource vitale, tout simplement, parce que c'est une ressource c'est une monnaie d'échange qui te permet d'acquérir d'autres ressources. Donc, c'est extrêmement important à avoir, et c'est bien d'avoir de l'argent de côté, sous forme d'or et d'argent et de devises liquides, notamment. Mais c'est aussi bien d'avoir des ressources financières. C'est-à-dire que quand tu comptes uniquement sur ton travail salarié, t'es en danger. Si tu comptes sur ton travail salarié puis qu'à côté t'es capable de faire un petit peu d'argent, mais ça peut être, je sais pas, tu vends tes confitures, tu fais du miel, tu vends ton miel au voisin, tu es bon en guitare, bah tu donnes des cours de guitare. Enfin, juste avoir un minimum de côté. Pour moi, ça te permet d'assurer ton approvisionnement en argent de manière plus résiliente qu'un seul travail. Ensuite, pour la crypto, je suis un peu partagé, je t'avoue. J'adore la technologie, je suis un fan absolu de la mentalité derrière ça. Je trouve que la blockchain est une technologie juste incroyable, qui te paraît tellement logique et tellement saine et tellement résiliente que tu te demandes pourquoi ça n'a pas été inventé avant. Et fiable, le Bitcoin n'a toujours pas été craqué. Et malgré les enjeux financiers monstrueux qui sont derrière. Donc je suis un admiratif, très très admiratif de la technologie.
L'usage qui en est fait pour l'instant, je trouve qu'on est encore au balbutiement. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus... moi, je commençais à m'y intéresser en 2018, si je dis pas de bêtises, quand il y a eu le premier gros pic. C'est là que j'ai réellement découvert ça. Et je m'attendais à ce qu'en 2020, 2021, ça soit un peu plus généralisé, ce qui n'est pas encore le cas. Donc un peu étonné que ce soit pas plus le cas. Par contre, dans un point de vue résilience, je suis assez sceptique dans le sens que, évidemment, faut qu'il y ait du courant et Internet pour que ça fonctionne. Donc, tu parlais des blackouts cet hiver. Bah, clairement, tes bitcoins ne serviront strictement à rien. Et ensuite, il y a des fluctuations qui sont extrêmement importantes. Donc, protéger une partie significative de ton épargne en bitcoin, tu prends des risques, ou autre crypto-monnaie. Hein. Clairement, tu prends des risques. Et d'un point de vue... ouais, je le sens pas trop. Le dernier point, c'est que moi, je voyais le Bitcoin et les différentes crypto-monnaies comme une alternative à la finance institutionnalisée. Et en fait, le problème, c'est que quand le Nasdaq monte, le Bitcoin monte. Quand le Nasdaq descend, le Bitcoin descend. Et il y a une corrélation qui est extrêmement importante et qui, pour moi, me fait dire que le Bitcoin est devenu la finance. Et du coup, j'ai de moins en moins confiance en ça. Pour moi, il y a deux options intéressantes pour le Bitcoin. Le premier, c'est l'investissement. Pourquoi pas, hein, ça peut toujours être intéressant d'investir une partie très faible de son patrimoine en crypto-monnaie. Et la deuxième, c'est faire des achats sans être tracé. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça? Oui. Disons que c'est pas mon cas. Il y a rien que j'achète où je me dis je veux pas que quelqu'un le sache. Donc voilà, à peu près ma vision là-dessus. Est-ce que du coup, moi, un des trucs qui me fait le plus peur, c'est justement le côté monétaire, mais depuis, enfin bien avant que les gens commencent à en parler depuis quelques années là, j'ai toujours un problème avec ce système-là. Et en termes de réserve de valeur, du coup, si la crypto n'est pas une solution, est-ce que toi justement, c'est un sujet déjà pour toi? Est-ce que c'est un sujet, oui ou non? Et si oui, est-ce que qu'est-ce que tu utilises comme réserve de valeur? Alors, je te rejoins totalement sur le système monétaire. Moi, je viens d'une famille vraiment classe moyenne où l'argent, c'est pas du tout un sujet parce que t'en as juste pour vivre. En fait, personne n'a jamais investi dans ma famille éloignée. Hein. Et j'ai découvert comment ça fonctionnait réellement quand j'ai bossé dans la finance en Suisse. Et j'ai été halluciné de la fragilité du système. Tout se base sur la confiance. T'expliques des mécanismes, tu vois le fonctionnement, mais en fait, tu te rends compte que si une partie assez faible de la population arrête de croire au système, tout le système s'effondre. Et tout est basé vraiment sur la confiance. Et c'est hallucinant. Il y a des taux d'endettement pour les États. Quand tu entends ça au JT, tu te dis ouais. Et puis en fait, tu te rends pas compte de ce qui se passe derrière. Mais c'est hallucinant les taux d'endettement des États. C'est la création monétaire. C'est un phénomène que je trouve hallucinant. Et en fait, tout ce que tu as, en gros, l'argent, c'est ta récompense pour les efforts que tu as mis. Et tu as travaillé 8 heures par jour, tu as travaillé pendant 20 ans, et c'est un moyen de récompenser ça. Et ça te permet d'échanger le temps que tu as passé, donc ton temps physique ou ton temps intellectuel, contre de la ressource. L'argent peut réellement se dévaluer de manière très rapide. Ouais, donc t'es récompensé du passé, mais c'est dans le futur qu'on va définir la valeur du truc, quoi. C'est ça, t'as bossé pendant 30 ans, t'as n'importe quoi, 40 000 euros sur ton compte bancaire, tu t'es privé pendant toute ta vie pour avoir ces 40 000 euros. Ça, ce sera pour tes enfants, pour leurs études, pour les aider à démarrer dans la vie. Et réellement, en quelques mois, tes 40 000 peuvent devenir 15 000. T'es pas content, c'est pareil. J'utilise l'argent, évidemment, hein, j'ai un portefeuille, comme tout le monde. J'ai une carte bancaire, j'ai des comptes bancaires, mais je laisse pas trop dessus. Et ma vision là-dessus, c'est or, argent et devises, tout simplement. Donc avoir de l'argent physique, je précise, parce qu'avoir des actions dans des sociétés minières ou des choses comme ça, c'est c'est encore un autre sujet. Donc argent et or physique, et puis des devises, parce que là, on voit bien, jusqu'à présent, en gros, il y avait le dollar, l'euro à 1,20, la livre à 1,40, et il a tout s'effondré, maintenant c'est 1,1 partout. Ça crée des situations très compliquées pour beaucoup de personnes. Il y a les cartes qui sont en train d'être abattues en ce moment, et on voit que les situations sont pas figées. Et qu'il faut avoir une résilience financière. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, si, clairement. Si, clairement. Et si, c'est très. J'ai l'impression que on a parlé du Covid, on a parlé du blackout éventuel de cet hiver. On sait pas, ça se trouve ça arrivera pas. Et j'espère que ça arrivera pas. On voit aussi là les devises qui valent toutes la même chose. Ça doit être super pour toi dans ton business. Alors je dis ça avec de l'ironie, mais parce qu'en fait justement, ça éveille peut-être les gens à que
que l'impossible est possible, quoi. Que l'imaginable peut arriver, même des trucs qui nous semblent complètement débiles. Et donc, justement, est-ce que tu vois que toi, il y a un engouement de tes lecteurs en ce moment? Est-ce que tu vois que t'as une augmentation d'activité avec tout ce que l'on voit, ou pas? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Alors, je dirais qu'il y a clairement une prise de conscience qui a commencé avec le Covid. Il y a eu le Covid, ensuite il y a eu l'inflation, il y a eu la guerre en Ukraine, et là il y a cet hiver. On a enchaîné les crises à une vitesse assez hallucinante. Clairement, pour moi, on est dans un changement de modèle. On n'est plus dans une crise. Une crise, en fait, c'est une situation anormale, et ensuite t'es censé avoir un retour à la normalité. Ouais, crise sur crise, ça devient une norme, hein, donc clairement. Ouais. Et du coup, il y a une prise de conscience, mais je pense que c'est positif. Toi, c'est un petit peu la mentalité, ce qui te tue pas te rend plus fort. Alors le Covid, c'est un peu spécial, évidemment, il y a eu pas mal de morts quand même, c'était une situation très problématique, mais ça y est, les gens commencent à se rendre compte. Je vais te prendre l'exemple de cet hiver, c'est l'exemple le plus simple. Là, c'est que tout le monde est en train de flipper sur comment je vais faire pour avoir de l'électricité et me chauffer cet hiver. Et en fait, il y a des gens qui se rendent compte que ah ouais, mais en fait, moi, si j'ai plus d'électricité, je fais comment cet hiver? Je suis dans la merde totale. Ils s'étaient jamais posé la question. C'est bien d'avoir des coups de semonce de temps en temps pour réfléchir, ne serait-ce que réfléchir à des situations, et encore mieux, acheter un petit peu de matériel pour se préparer. Et c'est simple pour tout le monde, parce que si jamais, imagine, il y avait rien de prévu. Personne n'en parle, et puis paf, en plein milieu de l'hiver, coupure d'électricité totale en France pendant 2 semaines. Réellement, il y a des morts. Il y a plusieurs milliers de morts au minimum. Situation catastrophique, situation terrible. Mais si jamais on en parle, comme c'est le cas depuis cet été, ben si jamais il y a 2 semaines de coupure en France, la situation va être très problématique. Mais elle va pas être aussi catastrophique que si tout le monde était pris de court. Et imagine dans 2 ans, la situation se reproduit avec les gens qui ont commencé à réfléchir, à acheter un peu de matériel, et ben les choses se passeront beaucoup mieux. Et c'est bien qu'il y ait des coups de semonce de temps en temps et qu'il y ait des prises de conscience. En fait, c'est bien pour la communauté. Et c'était quoi ta deuxième question? Non, c'était ça. Et la question qui me vient derrière, c'était c'était l'engouement. Ouais, l'engouement. Ouais, c'est l'engouement. Et la question qui me viendra derrière, c'est à quoi ressemble ton lecteur en fait? Dans quelle situation il est? Parce qu'on peut, vu qu'il y a le côté caricatural, on le dénonçait en début d'épisode. En fait, réellement, qui sont les personnes qui s'intéressent à la survie, à la résilience? C'est très dur à dire parce qu'il y a. J'ai donné en idée avant, quand j'ai commencé à lancer mon newsletter, c'était peut-être 1 an et demi avant le Covid, quelque chose comme ça. Il y avait 5-6 000 personnes qui étaient inscrites. Maintenant, il y a plus de 100 000. Alors, je pense qu'il y a clairement une histoire d'engouement, mais il y a aussi, je fais aussi de plus en plus de contenu, donc forcément, ça monte un peu. Et dans 100 000 personnes, t'as un échantillon de la population française, en fait. Il y a pas, je peux pas te dire, le profil type, c'est un homme de 40 à 50 ans, citadin, et CSP, je sais pas quoi. Non, donc, c'est vraiment fidèle à ce qu'on voit. Ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a des personnes comme toi qui disent ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé la chauffage, j'aurais jamais cru qu'on risquait de manquer de chauffage cet hiver. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu regardes sur internet, tu tombes sur mon site, tu t'inscris et puis tu dis ah ouais, c'est pas trop con ce qu'il dit ce gars quand même. Il a l'air un peu bizarre, mais je vais quand même continuer à écouter. Voilà. Donc il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui habitent à la campagne, il y en a qui habitent en ville. Il y a des femmes, des hommes. Je dirais que c'est plutôt quand même des personnes au-dessus de 35 ans. Les jeunes, ils prennent un peu moins conscience. Et c'est aussi intéressant de voir la vision des personnes qui ont plus de 60 ans et la vision des personnes qui sont en dessous. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de vision là-dessus. Au-dessus de 60 ans, c'est des mecs qui disent ouais, mais il n'y a pas de chauffage, on fera avec. Oui, de toute façon, il n'y a pas de chauffage, ouais, mais j'ai un vieux réchaud qui traîne dans le garage, je l'ai utilisé il y a 15 ans quand il y avait ça, je le ressortirai. Et les gens sont habitués en fait à avoir des crises de temps en temps, sont habitués à être des merdes, habitués à trouver des solutions. Je caricature un peu. Et puis entre 40 et 60 ans, ah ouais, quand même, ce serait peut-être bien de protéger mes enfants. Je me rends compte que la situation que j'ai connue, on va dire les 30 glorieuses que j'ai connues, seront pas forcément toujours là. Ce serait quand même bien de commencer à me préparer. Et puis les jeunes, un peu plus dans l'instant présent, on va dire, et qui se préparent un peu moins, et qui en fait qui ont vécu dans le confort et qui s'imaginent pas que ça puisse changer. Et justement, c'est qu'est-ce qui est donc du coup toi les gens qui viennent admettons par ce système un petit peu mutualiste là pour découvrir des façons de faire, des façons de devenir résilient, quelle est leur intention? C'est au départ ils viennent avec une problématique claire comme le chauffage, etc. Ils viennent avec des angoisses, ils viennent pour la communauté. C'est quoi l'intention, la démarche, la démarche quand ils viennent, c'est pourquoi en fait, clairement. Pourquoi je viendrais sur ton site en fait? Et pourquoi je viendrais consommer quelque chose réellement? Il y a quoi? Il y a une angoisse derrière, il y a quoi?
En fait, c'est assez dur à répondre parce que je suis pas un spécialiste du chauffage en cas de blackout. Je peux très bien dans la même conversation, comme on a fait depuis le début, te parler du chauffage pour cet hiver, du parler de l'inflation et du coup la nécessité d'avoir des résidences économiques, te parler des plantes sauvages comestibles, te parler de l'indépendance énergétique, te parler des kits de secours. Et en fait, les gens viennent pour plein de choses différentes. Et puis ensuite reçoivent aussi plein de choses différentes. Donc j'ai un petit peu de mal à te répondre, mais je dirais que il y a des personnes qui arrivent, soit ils ont un problème, une angoisse au vu de la situation, et ils viennent trouver des solutions directement. Ça, c'est un premier cas. C'était ces gens étaient minoritaires avant, sont de plus en plus nombreuses, je dirais, mais vraiment au doigt mouillé. Et il y a aussi des personnes qui viennent, par exemple, un truc que j'adore, c'est la lactofermentation. Je trouve ça absolument génial comme technique de conservation. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est génial. Et il y a deux types de personnes qui s'intéressent à la lactofermentation. T'as les personnes comme moi du côté autonomiste, c'est des techniques de conservation des légumes et des plantes sauvages comestibles qui est hyper simple. Un peu de sel, de l'eau, et ça se conserve pendant des mois sans aucun souci. Je trouve ça absolument génial. Et t'as aussi des personnes qui viennent parce que là, je maîtrise un peu moins, mais c'est hyper intéressant en termes de probiotiques. Ça dégrade pas mes vitamines, au contraire, ça enrichit. En gros, je caricature, mais de la bobo parisienne qui fait du yoga. Qui sont aussi hyper intéressés par cette thématique. Donc, t'as des personnes qui viennent sur la thématique plantes sauvages comestibles, sur des trucs un peu du mieux vivre, du renouer avec la nature, et qui arrivent parce que j'ai pas mal de contenu dans cet axe aussi, et puis qui en fait se disent les plantes sauvages c'est génial, c'est hyper bon, c'est plein de nutriments, c'est gratuit, c'est encore plus bio qu'au supermarché. Et ensuite ils se disent mais c'est aussi bien en cas d'autonomie, je en conserverai peut-être. Puis après qu'ils se disent mais en cas de rupture de la normalité, ma connaissance des plantes sauvages, ça peut me permettre vraiment de me nourrir pendant un mois. Et voilà, donc il y a des choses un peu différentes. Ouais, c'est passionnant. Justement, les plantes comestibles, t'en parles beaucoup. Moi, je me rappelle que jeune, j'avais mangé une capucine. J'avais l'impression d'avoir fait le truc le plus trash de ma vie. À côté de ça, dans nos quotidiens, là, moi, je vis dans la région bordelaise. À part les plantes comestibles au long de la route qu'on appelle des vignes et on peut manger du raisin. À part ça, je peux me nourrir de quoi dans la nature? Je me rends pas compte en fait de ce qui est possible de faire. Si tu dois vraiment éduquer le newbie de base que je suis, qu'est-ce que je peux commencer déjà à observer autour de moi, de comestibles ou non d'ailleurs, ou peut-être de dangereux? Alors, je te parle justement de l'intérêt des plantes sauvages comestibles et je te donne un petit peu mon niveau de réflexion. Si jamais demain tu veux t'assurer un approvisionnement de nourriture, la première chose à faire, c'est pas de te lancer un potager, parce que le temps que tu vas de la graine jusqu'au légume, c'est un temps de fou. Et en fait, tes premiers potagers, tu vas forcément te foirer. Tu regardes des vidéos sur internet, il a chopé une courgette comme ça en permaculture, il y a rien à faire, tu plantes ta graine et la nature fait tout. La réalité, c'est pas du tout ça. Tu vas te prendre une énorme baffe par la réalité et tu vas galérer. Donc en fait, un potager productif, ça prend des années avant à mettre en place. Donc, première chose à faire, c'est un stock de nourriture. Parce que ça, c'est hyper simple. Tu prends ton caddie, tu vas au supermarché et tu fais ton stock. Tu peux le faire de manière un peu plus optimisée, mais c'est la façon hyper rapide. Ça te prend 2 heures un dimanche après-midi. Ensuite, la façon un petit peu plus évoluée pour t'approvisionner en nourriture, parce qu'un stock, évidemment, c'est pas l'approvisionnement, c'est les plantes sauvages comestibles. Une formation comme celle que j'ai fait avec François Couplan en vidéo, ça te demande un week-end à apprendre. Ensuite, il va falloir faire quelques sorties en forêt. J'ai fait un livre pour aider les gens justement à sortir réellement. Voilà, en une semaine un petit peu intensive, c'est-à-dire un week-end dessus, ça veut dire sortir 2-3 fois dans la semaine, puis faire un bon dimanche, ça y est, t'as maîtrisé la base des plantes sauvages. Et ensuite, t'as le potager où là, il te faut 5 ans avoir dans un truc qui tient la route. C'est partout, c'est tout le monde, je m'en rends pas compte en fait de ça. Il y en a qui vont au bois de Vincennes. Je m'étais amusé à regarder du pied de la Tour Eiffel, tu prends un bus, ça prend 30 minutes, t'es arrivé dans un parc où tu peux bouffer des plantes sauvages. C'est pas forcément là où j'irai en premier parce que l'histoire de pipi de chien, un truc un petit peu, t'as pas envie d'aller au bois de Boulogne récupérer des plantes sauvages. Non, pas trop, c'est pas le... C'est pas le truc. Entre deux capotes, c'est pas forcément plus intéressant. Ce que je pensais, je vais pas le dire. Ouais. Donc toi, t'es flouté, mais il y en a réellement partout. Comme ça. Le pire, tu vois, c'est ça l'intérêt d'être flouté. Ouais, ils me connaissent dans la vie perso et du coup, ils comprennent pas en fait que je parle pas de capote, de trucs comme ça pendant le podcast. C'est le seul moment de la semaine où j'arrive à me tenir. Alors, me lance pas, s'il te plaît. Ça marche, on va faire attention. Donc du coup, il faut pas bouffer les capotes au bois de Boulogne. Alors les plantes sauvages, il y en a vraiment partout et il y a réellement, c'est dur à exprimer, mais il y a un avant et un après. Au début, quand tu te promènes dans la nature, tu te dis c'est cool, il y a des trucs verts, c'est sympa. Et après, quand tu commences à connaître vraiment les plantes, tu te dis mais il y a ça, mais j'avais pas vu qu'il y avait de l'égopode là, ça fait 3 ans que je marche ici, il y a de l'égopode. Tu fais un peu et puis après tu te dis
ah mais c'est une berce ça. Et puis après, et tu commences à connaître un peu, puis tu reviens un an après, tu dis tiens cette année la GoPod il est un peu en retard. Puis après tu repasses 3 semaines après, puis il y a une grosse pute, tu dis waouh, là il a pris. Et après voilà, tu commences réellement, et puis après au bout d'un an, 2 ans, tu commences réellement à avoir une, comment dire, t'appréhendes pas du tout la nature de la même manière. Tu commences à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe, et c'est hyper intéressant. Et pour répondre, alors bah tiens, je vais faire un appel à l'action. Si jamais tu veux en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, tu tapes apprendre, préparer, survivre, 5 plantes comestibles. Tu vas sur mon site, j'ai fait un dossier où je te donne les 5 plantes sauvages comestibles les plus intéressantes pour commencer. Déjà, c'est l'ortie. Je pense que tout le monde connaît l'ortie parce que c'est la seule plante que tes parents t'apprennent. Ils disent voilà, celle-là, tu la touches pas. Et évidemment, tu la touches, évidemment, ça te fait mal et tu t'en rappelles à vie. Donc, la meilleure, c'est l'ortie. C'est une plante qui est juste géniale. Ça se mange en soupe, principalement. Tu la récoltes avec des gants, il y a 2-3 techniques pour récolter sans piquer, mais voilà, l'ortie, il y en a absolument partout, et surtout, il y en a quasiment toute l'année, et quand tu la coupes, elle repousse. Donc, c'est pour moi la meilleure plante sauvage comestible. C'est pas la plus sexy, parce que c'est celle que tout le monde connaît, mais justement, c'est la plus intéressante. C'est justement, ce qui est intéressant. J'en ai 200 mètres de long, juste au pied de chez moi. Il y a des punaises partout chez moi, des punaises qui vivent apparemment pas mal dans les orties, de ce que j'ai cru comprendre. Mais non, ok, d'accord. Donc ça, ok, très bien. L'ortie, ouais, tout le monde en a, il y en a partout et clairement. Puis c'est pas mauvais. Ensuite, je dirais que t'as du plantain qui est facile à trouver, mais qui est pas le meilleur. C'est le plantain, c'est ce que tu trouves sur les chemins. C'est une plante qui supporte très bien qu'on lui marche dessus. Donc c'est la seule qui survit sur les chemins. Je préfère référer vers mon guide plutôt que d'écrire. C'est ce on va mettre le lien. C'est ça en forme d'étoile qu'on trouve sur les chemins. Ça peut être parce qu'elle est facile à reconnaître. Voilà. Très peu de risques de se tromper. Après, t'as tout ce qui est pissenlit. Pissenlit, dandelion, ça c'est facile à trouver également. Et puis c'est des plantes qu'on connaît dans l'imaginaire collectif, donc assez peu de risques. Et puis après, tu peux partir sur le légopode, mais qui est une plante qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est très intéressante. Il faut juste savoir la décrire, et ça ira très bien. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est le tilleul. C'est un arbre qu'on trouve aussi assez souvent, moi je trouve ça hyper bon. Et je mange les feuilles, et tu peux aussi en faire de la poudre que tu peux mettre, comme l'ortie. Tu peux mettre, moi je fais ça dans les crêpes, dans le pain. Voilà, c'est vraiment tout un monde. C'est un peu dur de décrire ça en 3 minutes. Ce qui est ouf, c'est que moi qui ne connais absolument rien de tout ça, je suis clairement, voilà, je démarre de zéro. Sur les différentes plantes que tu as données, je les connais quasiment toutes déjà. Donc je me dis, mais sans imaginer en fait, en effet, pouvoir. Bon, l'ortie je savais, mais sans jamais imaginer pouvoir en manger. Donc ça c'est le côté. C'est le côté cool et réellement, je pense qu'il y a énormément de choses de choses à découvrir. À côté de ça, il y a des trucs dans l'imaginaire collectif. On en parlait tout à l'heure. Les journaux caricaturent le truc, mais un survivaliste, un résilient américain, on l'imagine armé jusqu'aux dents, etc. Tu parlais justement le coup du breton là, qui est devenu la caricature pour les médias. Est-ce que pour toi, sans parler d'armes, le fait de savoir se défendre, le fait de savoir se protéger, physiquement, c'est un sujet, ou est-ce que c'est un fantasme justement que de médias? Comment tu vois le truc? Mettons les pieds dans le plat, puisque c'est un truc qui est reproché. Ouais, alors on peut mettre les 2 pieds dans le plat, on peut parler d'armes, si tu veux. Moi, j'ai pas de souci à en parler, mais plutôt pour te donner ma vision là-dessus. À titre personnel, j'habite en Suisse. En Suisse, de base, chaque homme, c'est plus vraiment le cas, mais une partie significative des hommes a été formée à l'armée, mais j'ai pas fait le service militaire en France, mais j'ai un peu l'impression qu'en France c'était un peu plus tu raclais les chiottes et tu tirais 3 balles. En Suisse, ils t'apprennent à mener des opérations de guérilla, à mener des embuscades, à tirer au fusil d'assaut, à lancer des roquettes. C'est vraiment un niveau au-dessus, hein. C'est une vraie préparation militaire. Et du coup, je dirais qu'au moins la moitié des hommes est formée à l'usage des armes et continue à se former à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'ils ont des tirs de répétition. Je suis pas très au fait du système exactement, mais ils font environ 1 an de service militaire, à peu près 9 mois, et ensuite ils refont 3 mois après, et tous les X années, ils retournent avec leur fusil d'assaut qu'ils ont chez eux, sauf exception, au stand de tir, où on leur donne des munitions, et ils doivent prouver qu'ils sont capables de viser une cible à 300 mètres. Par rapport à ça, juste petite parenthèse, un ami en commun que l'on a tous les deux m'a appris il y a pas très longtemps que ça fait de la Suisse le pays le plus armé par habitant. Contrairement, on croit que c'est les Américains, et il m'a dit ça. Alors, dément peut-être, c'est notre pote en commun, donc tu te débrouilleras avec lui si jamais c'est faux. Alors, je crois que, à vérifier sur internet, mais qu'il y a le top 3 des pays les plus armés, putain, du genre États-Unis, Somalie, okay. Suisse. La merde, okay, c'est aux États-Unis. Voilà. Et là, en Suisse, tu vois, tes voisins, ils ont un fusil d'assaut dans la cave. Ouais, c'est normal.
il n'y a jamais de problème. C'est la Suisse. C'est pour ça que j'adore ce pays et que j'y suis. Mais du coup, pour te donner ma vision, moi je me suis formé à l'utilisation des armes par divers moyens. Je sais me servir d'une arme, je suis pas du tout au niveau d'un militaire, mais je pense que c'est intéressant à savoir, c'est un outil intéressant. Après, au tout début du projet Apprendre, préparer, survivre, je parlais d'armes à feu. Et j'ai assez vite arrêté, et ça fait 2 ans et demi que j'en parle plus du tout. Tout simplement parce que j'avais 3 types de publics. Celui que j'aime bien, les personnes rationnelles, comme j'estime et j'espère être, c'est-à-dire que je sais tirer, parce que c'est important parce que c'est important d'acquérir des compétences. On sait jamais ce qui peut se passer. J'ai ou pas une arme chez moi, mais en tout cas, si j'ai une arme chez moi, elle est sécurisée, elle est dans un coffre-fort, le percuteur est pas là, le percuteur est à un autre endroit. En fait, en cas de problème immédiat, j'ai même pas accès à mon arme. Et ce que je pense être la meilleure solution. On pourra en revenir là-dessus. Ensuite, t'as la personne totalement opposée aux armes à feu. Vous êtes complètement fou, c'est hyper violent, personne ne devrait savoir se servir d'une arme à feu, ça devrait être interdit, vous êtes complètement taré. Ça, c'est une vision que je trouve être irrationnelle. Il y a des armes à feu, que tu les aimes ou pas, elles sont là. Et il faut savoir les utiliser. Il y a des voitures, que tu les aimes ou pas, il faut savoir conduire, tout simplement. Et ensuite, à l'extrême, c'est ah ouais, moi j'ai des armes à feu, il y a trop d'Arabes en France, merci de passer le message. Et là, je suis non, je passe pas du tout ce message, et j'ai arrêté d'en parler. C'est un sujet qui est trop dans l'émotionnel et pas assez dans le rationnel. Et voilà, j'ai décidé qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi pour en parler, qui le font mieux que moi. Il y a des personnes qui me reprochent de pas en parler, qui me disent que du coup j'ai pas une vision complète, on va dire de la préparation, et je les redirige vers des personnes qui sont plus douées que moi pour en parler. On a parlé du coup le côté argent, le côté alimentaire, côté défense. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont importants quand même d'aborder quand on parle de résilience et de survie? Bah tiens, justement, tu parlais de self-défense. Et, ouais. Oui, c'est vrai. Et je vais te donner ma vision là-dessus. Pour moi, c'est important de savoir se défendre. Et je suis pas un expert en self-défense, je prétends pas l'être. Donc, en des situations comme ça, je suis allé voir quelqu'un qui est doué là-dedans, qui s'appelle Frank Ropers, qui est assez connu en France. Ouais, clairement. Et si je suis allé le voir, c'est parce que j'adore sa vision. Sa méthode, c'est une situation pue, t'y vas pas. T'es dans une situation qui pue, tu te casses. T'es dans une situation qui pue, le mec commence à frapper, tu te casses. T'as pas d'autre choix, tu frappes pour provoquer, on va dire, la stupeur chez l'ennemi, et tu te casses. Et en fait, sa méthode, c'est basé par casse-toi. Et tu frappes pas de telle manière parce que sinon les flics vont t'emmerder parce que vu que tu vas lui péter le nez si tu le tapes comme, il y a aussi ce truc-là où aussi il dit, le plus simple, ça serait, admettons, de lui mettre un coup de boule, mais tu le fais pas, vaut mieux que tu lui tapes dans la glotte ou je sais quoi, parce que vaut mieux aller à la main. Enfin, j'ai vu pas mal de contenu de lui où il explique un peu aussi le côté où tu te frappes. Dans le pire des cas, si vraiment c'est le pire des cas, t'es obligé de cogner, fais-le, mais fais attention aussi aux représailles, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi là-dedans. Des personnes qui savent se battre et qui se battent, ça fait ça. Ouais. En vrai, t'es quelqu'un de normal. T'as une famille normale, t'as un boulot normal, t'es psychologiquement normal. Dans la rue, quelqu'un te demande une cigarette par direction l'agressivité, t'es hors de ta zone de confort, t'es en stress total, t'as les BPM qui explosent, t'as du mal à savoir ce qui se passe, le mec te pousse, tu lui fous un coup, tu sais pas où t'as visé, et tu te casses. Et en vrai, dire tu fais tel geste, ça c'est des personnes qui sont entraînées. Par exemple, un vigile. Le mec est videur de boîte de nuit. Lui, tu peux lui dire ça, parce que le mec, il sait gérer, il est censé en tout cas savoir gérer le stress, savoir gérer on va dire, ses techniques, et connaître à peu près les réactions de l'adversaire. Quelqu'un de normal comme toi et moi, mais quelqu'un qui arrive, je lui en mets une, excuse-moi, quelqu'un qui m'agresse, je lui en mets une, je me casse, et en vrai, je sais pas si j'ai tapé le nez, la glotte, ça. Le but, c'est de mettre la stupeur chez la personne et en profiter pour se casser. Donc pour toi, ouais, clairement, c'est un pilier important. Du coup, dans quel cas de figure, même si on a dit l'idée n'est pas de prévoir le pire, dans quel cas de figure, tu dois l'utiliser? C'est vraiment en cas de c'est quoi les voisins qui rentrent chez toi? Enfin, c'est quoi le scénario qui t'autoriserait justement à soit aller recharger l'arme qui est cachée chez toi, ou soit rentrer en conflit physique, parce que c'est là où pour justement démonter ce côté le survivalisme qui a défoncé 2 flics parce que voilà, je sais pas quoi. Du coup, dans quel cas en fait ça s'utilise, ce genre de choses là? Moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant avec les documentaires sur les animaux. C'est le truc que tu regardes 3 heures du mat quand t'arrives pas à dormir. C'est que il y a excessivement peu de conflits. Tu regardes des gazelles et des lions, puis ils sont pas très loin parce que les gazelles savent que le lion vient de bouffer. Le lion va pas s'amuser à choper les gazelles s'il sait qu'il peut pas les choper. Et même les combats entre animaux, les combats très violents,
il y en a très 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 peu. Et il y a un ou deux trucs, et puis il y en a un qui part assez rapidement, et même celui qui a un peu l'avantage n'en profite pas forcément. Tout simplement parce que dans la nature, t'as pas d'hôpital. Et en vrai, la meilleure technique, c'est de se casser. Juste ça. Et moi, je suis fier de dire que en cas de problème, je me casse. S'il y a que si je dois protéger mon intégrité physique, j'ai pas d'autre choix, ou je dois protéger l'intégrité physique de ma famille, que là, je peux me mettre en danger physiquement. Du coup, la situation qui me ferait sortir une arme à feu, c'est une situation qui est extrême. C'est je sais pas, ma maison est encerclée, il y a des mecs qui me demandent de sortir, qui je sais que même si je sors et que je leur donne tout ce que j'ai, ils vont me défoncer ou alors ils vont me faire quelque chose. Mais là, on est dans des situations, on est plus dans du fantasme et dans du Mad Max que dans la réalité. Ouais, clairement. S'il y a un blackout incroyable cet hiver, et que, allez, on va dire une semaine de blackout et qu'il y a des problèmes de pénurie, là on s'approcherait dans les cas les plus extrêmes de ce type de situation. Donc pour moi, sortir une arme et prendre le risque de blesser sérieusement quelqu'un ou de le tuer, c'est si tu n'as pas le choix, tout simplement. Et je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui a son arme chez lui, qui sait s'en servir, et qui l'a dans son coffre, et avec son percuteur en V. Cette personne-là, il y a un mec qui arrive avec une arme, il peut rien faire, il a pas son arme à disposition. Le mec, il se casse avec la télé, il se casse avec la télé, et puis c'est pas grave, une télé, t'as une assurance, c'est une télé, on s'en fout, c'est de l'argent, c'est pas grave. Donc je suis plus dans cette mentalité-là. Et je fais très attention aux mecs qui se disent, ouais, s'ils viennent, j'ai un fusil à pompe, je les attends. Ouais, c'est pire. Ouais, moi aussi. Alors, ça, je m'en méfie. Ou les champions du monde de bagarre, justement. Des mecs qui t'expliquent que ils peuvent péter la gueule de tout le monde. Souvent, ceux-là, ouais. Alors, je sais pas. Moi, j'ai un peu un biais parce que je vis dans le Sud-Ouest. On a quand même pas mal de bourrins. J'ai toujours vécu dans le Sud-Ouest, donc moi, je fais pas de racisme. Je suis un pur produit du Sud-Ouest. Mais voilà, on a quand même des gros bourrins quand même à côté de chez nous. Et donc, ouais, les champions du monde de tous ces trucs-là, ouais, je me méfie également. Et puis, de toute façon, on fait du prosélytisme pour rien. Ici, on essaie de voir, de parler. Là, on parle de cas extrêmes, donc c'est pour ça. Donc du coup, se soigner, se nourrir, se défendre, se chauffer. Tu en parlais. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels je dois être vigilant si je veux être résilient sur ces prochaines années? Premièrement, eau et nourriture. Et heureusement, c'est assez simple à gérer. L'eau, tu te trouves une source d'approvisionnement, mais même t'es en pleine ville, toutes les villes sont traversées par des rivières. C'est un concept de base. Ensuite, même dans les villes, il y a des fontaines. Il y en a de moins en moins, mais ça existe encore des fontaines. Parce qu'à la base, les gens faisaient pas 2 kilomètres avec je sais pas c'était quoi leur récipient pour l'eau à l'époque, mais il y avait de l'eau à peu près partout, dans tous les quartiers. Donc, retrouver des endroits où il y a encore de l'eau qui coule, autre que l'eau potable, de l'eau de source, de l'eau de rivière, ce genre de choses. Donc, s'approvisionner. Ensuite, stocker un peu d'eau. Donc, stocker un peu d'eau, l'idéal, c'est un jerrycan, mais en vrai, tu prends des bouteilles d'eau que tu as achetées au supermarché, et tu les remplis d'eau, et tu fais au moins une semaine d'eau, tu mets ça dans ta cave. Ça prend pas mal de place, donc dans ta cave, sous les armoires. Déjà, ça, c'est une base intéressante. Déjà, quand tu dis une semaine d'eau, excuse-moi de t'interrompre, une semaine d'eau, je prévois combien de litres par personne? Moi, j'en sais rien, comment je bois. Si t'es tranquille, 3 litres par jour par personne, c'est la base. Okay. Et ça, c'est pour être tranquille, c'est-à-dire pour boire à satiété, pour faire chauffer tes pâtes, ta soupe, et pour te brosser les dents et te passer un coup au gant. Enfin, là, on part sur 3 litres. Okay. En vrai, station dégradée, 1,5 litre, ça suffit. Et ensuite, nourriture, stock de nourriture. Voilà, t'es déjà bien pour un petit moment. Et ça, rien que si t'as ces 2 choses, t'es capable de gérer pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, en quasiment totale autonomie. Et après ça, t'as tes autres besoins vitaux qui est de sécurité. Donc, il te faut un toit, un mur. Ça paraît quoi en dire, mais un toit, un mur. Il faut que ce soit chauffé. Ça, c'est pour l'hiver. Les mythes des personnes qui disent moi j'ai un pull, j'ai pas besoin de chauffage. Ouais, Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a vraiment des personnes qui disent ça sur YouTube. Tu regardes, ils sont dans des appartements modernes, donc des appartements très bien isolés, avec un mec au-dessus, un mec au-dessous, qui eux, je pense, chauffent énormément. Donc oui, c'est super de dire je suis dans le 16e, il y a un mec qui chauffe en bas, en haut. J'ai pas besoin de chauffer. Bah ouais, mais les autres le font pour toi. Donc on a tous besoin de chauffage, sauf peut-être dans le sud. Je connais pas trop le climat. Ouais, non, si. En plus, c'est hyper humide. Si, il faut. Et puis après, c'est des choses de base, c'est prévoir des situations problématiques, donc c'est kit de secours. Puis voilà, déjà si t'as ça, t'as quand même une bonne base. Bah écoute, c'est vraiment intéressant. Je me rends compte que je suis vraiment une tanche. Parce que je m'étais dit, mais comment je fais pour trouver, moi j'habite à la campagne, on est 200 habitants et dans mon village, et je m'étais dit, où est-ce que je vais pouvoir trouver de la flotte? C'est sûr qu'il n'y a pas de fontaine. Et en fait, j'ai la Dordogne qui est au pied de ma maison. J'ai une rivière et j'ai tout vu sauf ça. Alors que c'est évident, tu vois. En plus, il paraît que elle est plutôt propre comme eau. Donc bon, bref. Donc moi, je pars vraiment de loin.
Du coup, je vais m'inscrire à ta newsletter parce que je le suis pas encore. Donc, je dis à tout le monde quand je consomme des produits et tout. Donc là, je le fais pas encore. Mais je savais que dans tous les cas, tu étais quelqu'un de très bien parce que la personne qui nous a mis en relation et un ami à qui je fais confiance, les yeux fermés. Et en plus de ça, nos conversations m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, je vais m'abonner à la newsletter. On va mettre le lien pour le faire pour que tous les gens qui nous écoutent le fassent. Ça mange pas de pain. Est-ce que justement il y a une question que je t'ai pas posée que j'aurais dû te poser pendant cette interview? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je dirais juste en mot de la fin, ne faites pas l'autruche. Des problèmes peuvent arriver. Les dernières années nous l'ont démontré. Ne tombez pas dans la paranoïa non plus, il faut juste être rationnel et puis avoir un petit peu d'avance sur un petit peu tout. Et puis ça sert à rien d'acheter du matériel hyper cher, avec un minimum, on peut faire déjà des choses vraiment très intéressantes. Le message est passé. C'est vrai qu'on parle, les sujets dont on parle sur le podcast depuis 1 an et demi, 2 ans que le projet est lancé. On va pas se mentir, c'est des projets qui concernent l'abondance. Développer sa boîte, avoir un business, développer son patrimoine, faire de l'immobilier, développer une start-up, lever des fonds, des trucs et des machins. Ça, c'est dans une situation d'abondance. Moi, je suis pas du tout, qu'on appelle ça les collapsologues, ou je sais plus, il y a un terme comme ça. Je suis pas du tout là-dedans. Ah, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs. Ah ben vas-y, allez, on en parle. Ça y est, allez, on en parle. Je fais juste un aparté. Tu me demandais la différence entre survie et survivalisme. J'avais oublié de parler de la psychologie, de la collapsologie. Et ben, en gros, survivaliste, t'es un extrémiste d'extrême droite qui s'attend à la fin du monde pour buter tout le monde. Collapsologue, t'es un mec sympa écologiste de gauche et qui en fait veut réinitialiser le monde pour transformer le monde en un monde meilleur. Et je caricature évidemment, là tu vas te faire insulter dans les commentaires, c'est ta chaîne, désolé, mais je caricature. Ouais, j'arrête de mettre des disclaimers. Mais en gros, c'est ça. Survivaliste, c'est le mec qui se prépare de manière individuelle, côté un peu agressif, côté un peu droite. Le collapsologue, c'est le mec sympa, de gauche, écologiste, qui veut rendre le monde meilleur. Très bien, le message est passé. Du coup, merci pour la précision. Du coup, même si moi je suis pas du tout, comment dire, j'ai du mal à voir le pire. Là, on est forcé de constater qu'il se passe des choses qui nous dépassent. C'est plus dans ce sens-là que je l'aborde moi, d'un point de vue en tant que néophyte de ta pratique et de ta façon de vivre. Je suis quand même forcé de constater qu'il y a quand même des trucs qui me seraient un peu utiles dans mon quotidien. Donc voilà. Donc moi, je vais m'abonner. Je conseille à tout le monde de faire pareil. On va mettre tous les liens. Du coup, je te demande pas si t'as tes réseaux sociaux, malgré tout, t'as ta chaîne. On va mettre le lien de ta chaîne. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme lien pour te retrouver et suivre ton travail? Bah écoute, on peut mettre le lien de mes réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube, je pense principalement. Mais surtout, je vous recommande de vous inscrire à ma newsletter, parce que les réseaux sociaux, c'est réellement peut-être 1% de ce que je fais. Je suis pas un fan des réseaux sociaux, comme j'ai expliqué au début. Donc je fais un peu de contenu, mais l'immense majorité, c'est par email. Et bah ouais, j'allais dire oui, il faut lire, donc c'est peut-être un effort un petit peu plus important. Mais le contenu est clairement beaucoup plus qualitatif. Bah, c'est noté. On mettra dans tous les cas tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure pour m'expliquer un petit peu ton domaine que je connaissais pas du tout. J'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je te laisse si tu veux conclure, et puis sinon on va rendre le micro, on va laisser les gens s'abonner. Eh bien, écoute, je vais conclure comme je conclue mes emails. Préparez-vous. Allez, c'est noté. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.